Dans le film Cars de 2006, on peut voir une voiture Apple dans la course au tout début du film qui porte le numéro 84 en référence à 1984, la date de sortie du premier Macintosh. C'est un hommage à Steve Jobs, le cofondateur d'Apple qui était anciennement PDG de Pixar, les studios qui ont produit le film Cars. Plein d'autres d'ailleurs. Ce personnage a maintenant comme surnom très connu Mac Icar. Le premier téléphone d'Apple n'était pas l'iPhone non plus, ça vous le saviez peut-être pas. Apple avait collaboré avec Motorola pour créer le Rocker E1 en 2005. C'était le tout premier téléphone compatible avec iTunes. Même ça aujourd'hui on l'utilise plus. Les écouteurs AirPods d'Apple sont dispo depuis 2001. Le 14 juillet 2010, on les aperçoit dans le film Toy Story 3 quand la petite fille Molly Davis met sa poupée Barbie dans le carton prêt pour son déménagement vers Sunnyside tout en écoutant de la musique. J'ai trouvé plein de détails cachés depuis la création d'Apple que très peu de gens connaissent. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. On a raconté l'histoire du plus grand architecte au monde, Norman Foster, qui a travaillé avec Apple justement, celle sur la chute de l'empire du jouet Toys R Us, et même l'histoire de l'Apple Park, le dernier grand projet de Steve Jobs avant sa mort. Installez-vous confortablement, sortez le popcorn. Aujourd'hui, on va découvrir les détails cachés d'Apple qu'on n'a encore jamais vus. Rarement un homme aura autant incarné une marque. Le fameux iPhone d'Apple sera officiellement en vente en fin d'après-midi en France. How many of you own an Apple? Any? Or just any personal computer? Uh-oh. Avant le 9 janvier 2007, la société Apple s'appelle Apple Computer. Et c'est pendant la conférence Apple du 9 janvier 2007 qui est présenté pour la première fois au monde l'iPhone que Steve Jobs profita de cette conférence pour annoncer qu'Apple Computer sera à présent Apple. C'est seulement en 2007. So we're announcing today we're dropping the computer from our name, and from this day forward we're going to be known as Apple Incorporated to reflect the product mix that we have today. Le Inc signifie Incorporated, qui veut dire, en français, société par action, une entité distincte de ses actionnaires. Dans Cars 2, plus rigolo, le personnage Holly Chatefield, je crois que ça se prononce ainsi, est une espionne, mais sa couverture, c'est être conceptrice d'applications pour iPhone. J'adore l'univers de Pixar. Lors de sa création en 1986, Steve Jobs disait que si un ordinateur avait une durée de vie limitée, un bon film était éternel. Petite pause déjà pour rappeler les débuts de Pixar et de Steve Jobs. Pour l'histoire complète, foncez voir la vidéo de Sofiane, elle est géniale et il explique en 20 minutes toute l'histoire de Pixar, un studio incroyable. C'est en 1986 que Steve Jobs rachète la division d'infographie de George Lucas, Lucasfilm Computer Graphics, pour 10 millions de dollars et la baptise Pixar. C'est ça le début de l'histoire. Steve Jobs s'entoure alors de deux talents incroyables, Ed Catmull, un scientifique brillant qui développe le logiciel révolutionnaire Renderman, et John Leicester, je crois que ça se prononce aussi ainsi, pardon d'avance, un génie créatif, animateur surdoué, fraîchement viré de Disney à l'époque. High level of perfection is not economically feasible anymore. Like in the heydays of Disney, where there were thousands of artists that you could hire very cheaply. That was wonderful. Maybe not for the artists, but for Disney. And now it's the only way to do it is going to be with a computer. Pixar commence à se faire un nom en produisant des publicités et des courts-métrages en images de synthèse, comme le célèbre Luxo Junior. Et puis c'est l'accélération. Pixar passe à la vitesse supérieure avec Toy Story et signe un accord de distribution avec Disney. Le succès est planétaire. Mais après une série de chefs-d'œuvre comme Mille et une pattes, Toy Story 2, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo, J'ai des troubles de la mémoire immédiate. et Les Indestructibles. Les studios Disney Pixar présentent Les Indestructibles. La relation entre le royaume enchanté de Disney, dirigé par Michael Eisner, et Steve Jobs se détériore sérieusement. J'espère que je vous ai fait le bon teasing. Voilà, vous foncerez regarder l'histoire. Quand Apple est créé le 1er avril 1976, l'année des premiers vols commerciaux du Concorde, ça vous remet juste un petit peu en image, peut-être que vos parents ont eu la chance, enfin je sais pas, il y a peut-être des abonnés qui sont monégasques aussi. On en a parlé d'ailleurs dans la vidéo Que sont-ils devenus que vous avez adoré. Et 1976, c'est aussi le moment où on a en tête les deux cofondateurs d'Apple, Steve Jobs, l'homme de la lumière, celui qui sait vendre les produits, et Steve Wozniak, l'ingénieur, celui qui donne vie aux bébés, aux machines. Mais il en manque un, en réalité, c'est Ronald Wayne. Alors accrochez-vous parce que sa vie, c'est compliqué. Ronald faisait partie des cofondateurs, et seulement 12 jours après s'être lancé dans l'aventure, il décide de revendre ses parts. Ça représentait 10% de la société Apple. Ça représentait 800 $. 800 $ pour 10%. J'ai l'impression que tu me proposes d'acheter du Bitcoin pour $1 aujourd'hui. S'il était resté dans l'aventure, ses parts vaudraient aujourd'hui 340 milliards de dollars. Alors pourquoi il a vendu?
contrairement aux deux autres fondateurs, âgés de 21 et 25 ans, Ronald aurait été le seul vers lequel se tourneraient les créanciers, en gros ceux qui prêtaient de l'argent pour que Apple se développe, en étant le seul à posséder des biens qui pouvaient être saisis s'il ne remboursait pas ces emprunts-là. Ronald se chiait dessus, il avait peur qu'Apple ne fonctionne pas et qu'on vienne le dépouiller pour rembourser les dettes. D'ailleurs, le tout premier logo d'Apple Computer a été dessiné par Ronald Wayne. Très peu d'ailleurs l'ont connu comme ça. Il représentait à l'époque Isaac Newton lisant un livre sous un arbre, une pomme chute sur sa tête avec le nom de l'entreprise dans un ruban qui entoure l'image. Dernière anecdote sur Ronald Wayne, je vous ai dit, sa vie elle est compliquée. Il avait toujours gardé le contrat qu'il avait signé avec Steve Jobs et Steve Wozniak. Le contrat qu'il avait signé avec Steve Jobs et Steve Wozniak. C'est l'accord initial lors de la création Apple. Mais en 1990, Ronald décide alors de vendre cet objet de collection ultra rare. Il a dû faire une affaire de ouf. C'était le premier contrat officiel signé à la date de la création d'Apple. 500 $. Ronald a vendu cet accord authentique et unique pour 500 fucking $. En 2011, le contrat a été revendu aux enchères pour 1,6 million $. Quand ça veut pas, Ronald, ça veut pas. Maintenant, anecdote folle sur le garage d'Apple. On en a tous entendu parler. J'ai même été le filmer à Cupertino avant de rencontrer Tim Cook. La vidéo est en description, c'était incroyable. C'est là où tout a commencé. C'est là où Steve Wozniak et Steve Jobs ont créé Apple. Le premier Mac. Pas du tout. C'est un mythe. J'y croyais pas quand je l'ai vu, mais c'est un mythe. Ce garage n'a jamais été le lieu principal de conception des premiers ordinateurs Apple. Steve Wozniak a déclaré que le garage était plus un espace symbolique qu'un véritable atelier de travail. The garage is a bit of a myth. It's overblown. The garage represents us better than anything else, but we did no designs there. We would drive the finished products to the garage, make them work, and then we'd drive them down to the store that paid us cash. Il n'y a jamais eu de rendez-vous d'affaires, de conception ou de bricolage, comme veut nous le faire croire le beau film Jobs, sorti en 2013. C'est cette maison d'ailleurs familiale, qui est une maison de banlieue californienne, où les parents adoptifs de Steve Jobs emménagent en 1968. Aujourd'hui, cette maison appartient à Patricia Jobs, la sœur adoptive de Steve Jobs. Et puisqu'on parle du film Jobs, l'acteur Ashton Kutcher, qui a le rôle de Steve Jobs, a adopté un régime fruitarien similaire à celui de Jobs, pour pouvoir être dans le rôle à fond. 2 jours avant le début du tournage, il est hospitalisé pour des problèmes pancréatiques. Voilà. L'authenticité par contre derrière le film, c'est que les scènes tournées dans la maison des parents de Steve Jobs est bien la maison réelle. Dans le film Wall-E, cette fois, lorsque le robot se recharge complètement grâce à l'énergie solaire, il émet un son à ce moment-là. C'est le démarrage emblématique des ordinateurs Mac. Et toujours dans le film Wall-E, le robot Eve présente un design épuré et futuriste. C'est le fruit d'une collaboration avec Jonathan Ive, qui est à ce moment responsable du design chez Apple lorsque le film sort, et on a raconté son histoire dans une chronique sur la chaîne. Foncez voir la vidéo, c'est vraiment dingue son parcours, parce que c'est quand même lui qui est à l'origine du design de l'iPhone, l'iPad ou encore l'iPod, qu'on voit aussi dans Wall-E, là, à ce moment-là. Quand on pense à Apple et qu'on a plus de 50 ans, on pense forcément à la célèbre publicité du Macintosh de 1984. Alors contexte pour ceux qui ont moins de 50 ans. La publicité 1984 d'Apple, réalisée par Ridley Scott, montre une athlète qui détruit un écran géant ou un Big Brother autoritaire, inspiré du roman 1984 de George Orwell, s'adresse à une foule uniformisée. Ce geste symbolise la rébellion contre le conformisme technologique, présenté comme une métaphore de la domination d'IBM à l'époque. Je sais, ça remonte à loin. Le spot se conclut par l'annonce du lancement du Macintosh, promettant qu'Apple changera l'avenir de l'informatique. Et dans ce tout premier Macintosh, il y a un ingénieur, Steve Capps, qui a intégré un dessin caché appelé The Picasso People. Visible dans les fichiers du système, c'est un clin d'œil artistique qui était un hommage à l'identité visuelle avant-gardiste d'Apple à l'époque. Je suis allé la chercher loin celle-là. Eh bien dites-vous que cette publicité, elle n'aurait jamais dû être diffusée. Le conseil d'administration d'Apple n'était pas convaincu quand ils l'ont vue, et il voulait annuler sa diffusion initialement prévue lors du 18e Super Bowl en janvier 1984. Steve Wozniak, à ce moment-là, a même proposé de payer la moitié des coûts de diffusion. Il était sûr que la pub était un banger. On parle quand même d'un budget global estimé à 800 000 $. Pour l'époque, c'est incroyable pour que Wozniak mette 400 000 sur la table. Finalement, il n'a pas eu besoin de le faire. La diffusion a eu lieu, et cette publicité est souvent considérée comme l'une des plus influentes de l'histoire. Plus de 96 millions de spectateurs l'ont vue ce soir-là, et on estime au total 300 millions de visionnages depuis à travers le monde. Pour l'époque, les chiffres impressionnent tout le monde.
Mais si on compare, et pour se remettre une notion d'échelle, la campagne Just Do It de Nike sortie en 1988, cette fois on parlait en milliards de vues. Et dans le film Vice Versa 2, on a une ref à la publicité justement quand le personnage Anxiété demande des scénarios désastreux qui pourraient se passer dans l'avenir de Riley. Je sais pas aussi si vous le saviez, mais Apple organise des challenges et récompense les meilleurs employés, les meilleurs managers, parfois avec des produits exclusifs qui ne sont pas vendus au grand public. Le t-shirt que je porte là, c'est une édition collector, avec autour du cercle tous les Apple Store dans le monde. Je partage pas mes sources. Dans Monstres et compagnie, il y a une publicité visible dans le film avec comme affiche le slogan Scare Difference, une belle parodie du célèbre Think Different d'Apple. Le slogan d'ailleurs Think Different a été introduit en 1997, juste après que Steve Jobs soit de retour chez Apple après avoir été viré par le conseil d'administration en 1985. Le slogan a été conçu par l'agence publicitaire TBWA Chat Day avec Greg Tanimoto comme principal créatif derrière la campagne. Et la publicité associée, elle était surnommée Here's to the Crazy Ones, rendait hommage à des figures historiques et contemporaines qui ont changé le monde, comme Albert Einstein, Martin Luther King ou Mahatma Gandhi. Bon, parce que j'adore ça, on va enchaîner avec d'autres easter eggs d'Apple dans les films Pixar. Le film Rebelle, sorti en 2012, il y a une dédicace spéciale à Steve Jobs dans le générique de fin. Dans Coco, il y a un Macintosh classique qui apparaît dans le monde des morts et se fait traiter de boîte à bêtises par la mama Imelda. Votre ordinateur de malheur raconte n'importe quoi. Andy utilise iTunes dans Toy Story 3 et on voit passer sa sœur derrière avec l'iPod Nano et les AirPods. Ça, c'était quand même exceptionnel. Je sais pas si vous l'avez eu, je vais regarder vos commentaires. Mais le nombre de rêves dans cette vidéo qui me font remonter des émotions. Quand je l'allumais et que j'écoutais des musiques, c'était dingue quand même. Et est-ce que vous saviez que les premiers modèles d'iPod incluaient un jeu caché qui s'appelait Bricks? C'était inspiré de Breakout que Steve Jobs et Steve Wozniak avaient conçu ensemble chez Atari avant Apple, la boîte qui faisait des jeux. C'était un jeu qui était une sorte de cadeau secret pour les fans à l'époque dans l'iPod. On voit aussi l'iMac quand Woody et les jouets tentent de retrouver Andy. Et chez Disney maintenant avec Zootopia où l'on voit le Muzz Phone avec le logo Apple remplacé par une carotte croquée. J'adore. Dans les Simpsons aussi, évidemment, il y en a plein, avec plusieurs épisodes où Maple est une parodie d'Apple, où on voit souvent des produits Maple et Steve Mobs, qui est en réalité Steve Jobs. Au-delà des films d'animation Pixar, Apple est très présent dans les films de manière générale. On a vu leurs produits dans Mission Impossible, House of Cards, The Morning Show ou encore Sex and the City, mais il y en a plein d'autres. Rian Johnson, le réalisateur de Knives Out, a révélé dans une interview Apple vous laisse utiliser des iPhones dans des films. Mais, très important, les méchants ne peuvent pas avoir d'iPhone à l'écran. Peut-être que c'est plus vraiment vrai aujourd'hui, mais cette règle a été utilisée longtemps par Apple pour préserver l'image positive et cool de la marque. Dans Breaking Bad, par exemple, pour illustrer cette règle, vous ne verrez jamais un criminel avec un produit Apple. Seuls les innocents en ont. Un moyen facile, au départ, pour repérer du coup les méchants dès le début du film. Un peu quand même frustrant, perso, une fois que tu le sais. C'est pour ça que je dis que je pense que c'est plus d'actualité aujourd'hui, parce qu'il y a plein de films qui ont montré l'inverse. Le MacBook de Carrie Bradshaw dans Sex and the City devient presque un personnage secondaire dans le film Forrest Gump. Forrest explique qu'il a investi dans une entreprise fruitière. Il s'agit évidemment d'Apple. Il me le fait investir dans une sorte de coopérative fruitière. Et il m'appela un jour pour me dire qu'on n'avait plus à se soucier de l'argent. Iron Man, Tony Stark qui utilise un MacBook pour son travail technologique, Independence Day, où l'on voit le PowerBook 5300 qui va envoyer le virus informatique pour sauver l'humanité. Et quand on parle d'ordinateur, l'un des premiers PC portable d'Apple a été conçu en collaboration avec Sony. C'était le PowerBook 100 qui a été lancé en 1991 et il a contribué à définir le format des ordinateurs portables modernes avec un design compact et son trackball intégré. Le trackball, c'est ça. C'est cette petite boule qu'on avait à l'époque, juste avant le laser ici. C'est une souris authentique de l'Apple Lisa 2. C'est un prototype. Peut-être que Steve Jobs a réellement mis ses mains dessus. Traitez-moi de fou, je l'ai acheté pour près de 5 000 $ aux enchères. Bien avant l'iPhone, Apple travaillait déjà sur des concepts de téléphone. 1983, un prototype de téléphone fixe a été fabriqué avec un écran tactile. En 1983, 10 ans avant l'arrivée de Google, ça ressemblait à ça. Et c'était déjà incroyable. Et je le savais pas avant d'écrire cette vidéo, mais le nom iPhone, c'était initialement une marque déposée par Cisco, une grande entreprise d'informatique. C'est pas Apple qui a inventé ce nom-là. C'est le 9 janvier 2007, quand le premier iPhone est annoncé à la conférence Apple, qu'Apple utilise le nom sans autorisation.
Ils n'avaient pas signé. C'est dans le livre Inside Apple de Adam Lassinski qui explique comment Steve Jobs a essayé de marcher sur les pieds de Charles Giancarlo, qui était la personne à l'époque qui travaillait pour Cisco et qui gérait cette affaire. Quand Apple a appelé l'entreprise pour l'informer qu'elle allait utiliser le mot iPhone dans son nouveau produit, Charles Giancarlo reçut cet appel de Steve Jobs et Steve lui promettait juste qu'il serait super pote, t'inquiète, laisse-moi utiliser le nom puis on sera pote. Il promettait rien en échange. Voilà, je trouve ça incroyable et à l'époque, Cisco a répondu que non, tout simplement, ils avaient prévu d'utiliser le nom, et peu de temps après, le service juridique d'Apple appelle Cisco pour lui dire qu'il pense que le nom en fait a été abandonné, ils essaient de trouver des failles chez Cisco, parce que selon lui, selon Steve, Cisco n'avait pas défendu ses droits de propriété intellectuelle de manière adéquate, et en faisant la promotion de ce nom-là. Donc du point de vue d'Apple, ça veut dire que le nom est disponible. Giancarlo indique que Cisco menace alors Apple de poursuite avant le lancement de l'iPhone, et Cisco tient parole. Quelques heures après l'annonce d'Apple, on le sait pas, personne l'a vu du grand public. Pourtant, Cisco porte plainte contre Apple. Apple et Cisco se mettront finalement d'accord sur le partage de la marque iPhone pour leurs produits, sans toutefois trop détailler les termes de l'accord. On sait jamais trop ce qui a été encore signé aujourd'hui. Et accrochez-vous parce que c'est pareil pour iOS. iOS, c'est pas Apple qui l'a inventé, le nom de l'écosystème des téléphones Apple, il appartenait aussi à Cisco. 3 ans plus tard, en 2010, Apple et Cisco se mettront à nouveau d'accord pour une licence partagée sur le terme iOS. Vous voulez que je vous dise les premiers noms, du coup, évoqués pour l'iPhone? Parce que ça, c'est une dinguerie. Alors, si Cisco n'avait peut-être pas existé, et que la vision de Steve Jobs n'avait pas été partagée, vous auriez pu avoir dans les mains, à la place d'un iPhone, un télépod. Mobi. Tu fais un Mobi? Ou, le dernier, tripod. Voilà, et Steve Jobs avait préféré le mot iPhone. Merci Steve. Merci beaucoup. Vous voulez encore une anecdote? Dans les années 90, au lieu de porter des Quicksilver, vous auriez peut-être pu avoir un produit très limité. Une paire de baskets siglée avec le logo arc-en-ciel d'Apple. C'est devenu un véritable objet de collection, extrêmement rare. La maison de vente aux enchères Sotheby's les avait mises en vente pour 50 000 $. C'est comme cette histoire avec ce chèque. Alors c'est pas celui-ci, ça c'est un autre chèque, mais il y a eu un chèque pour une somme de 4 $ signé de la main de Steve Jobs, l'un des premiers chèques de Apple Computer Inc. à l'époque. Il est parti aux enchères pour 46 000 $. Et c'est pas moi qui l'ai eu. Si vous avez vu cette vidéo sur votre télépod, je serais ravi de le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit. Alors foncez voir nos meilleures chroniques, la série 20 minutes avec ou encore nos grands formats. Je vous dis à très bientôt. Salut!